Bonjour, aujourd'hui nous allons faire un cours sur les registres littéraires qui vous servira pour le lycée. Attention, c'est un cours théorique, ce qui veut dire qu'il va falloir que vous soyez bien concentrés. Vous devez également prendre une feuille pour noter les éléments qui vous serviront à comprendre et à retenir pour l'année prochaine. Je vous laisse le temps de prendre une feuille, vous noterez en titre les registres littéraires et au fur et à mesure du cours, je vous signalerai ce qu'il faudra noter. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un registre? Vous voyez, je vous ai mis une illustration de vieux livres. Un registre, au départ, c'est ce qui sert à stocker des renseignements, que ce soit sur papier ou sur informatique. Ça a aussi un sens musical, qui ne nous intéresse pas vraiment. C'est également le ton ou le caractère particulier d'une œuvre artistique d'un discours. C'est cette définition-là, celle qui est en gras, que vous devez noter. À chaque fois que vous avez quelque chose à écrire, vous pouvez bloquer la vidéo et relancer quand vous avez fini de prendre votre cours, comme ça vous pouvez écrire proprement. Donc, qu'est-ce qu'un registre littéraire, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un registre? Eh bien, c'est ce qui nous permet de comprendre l'émotion que l'auteur veut communiquer à travers le texte, la façon dont il montre l'action. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec les registres de langue, c'est-à-dire soutenu, courant ou familier, et que ça n'a pas de lien avec le genre littéraire. Quel que soit le genre littéraire, un registre ou l'autre peut être employé. Il n'y a pas de registre spécifiquement lié à un genre et qui n'existerait que dans celui-là, de même qu'il n'y a pas de genre littéraire dans lequel il ne puisse y avoir qu'un registre. Tout peut être mélangé. Il y a généralement plusieurs registres dans un texte. Vous notez ce qui est dans le cadre vert, la définition, pas ce qui est barré. Alors, je vais vous faire cours sur 10 registres différents. À chaque fois, vous devrez noter le titre, petit 1, le nom du registre, et puis les caractéristiques et les procédés littéraires. Vous ne recopiez pas la citation. En revanche, vous écouterez bien comment je procède pour expliquer la citation et justifier l'attribution à un registre. Nous allons parler successivement des registres épiques, tragiques, comiques, fantastiques, pathétiques, lyriques, satiriques, dramatiques, didactiques et merveilleux. Cela fera donc 10 points différents. Alors, le registre épique. Donc vous allez noter le registre épique et puis caractéristiques, procédés littéraires avec le cours qui correspond. Vous ne notez pas la citation. C'est un extrait du Cid de Pierre Corneille. Je vous la lis. Sous moi donc cette troupe s'avance et porte sur le front une mâle assurance. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port, tant à nous voir marcher avec un tel visage, les plus épouvantés reprenaient de courage. Donc, ma question, c'est comment prouver que ce texte contient du registre épique? Je vais procéder toujours de la même manière, donc il faut bien que vous reteniez cette manière de faire. Alors, tout d'abord, l'auteur emploie le champ lexical du combat et des valeurs guerrières. Vous avez le mot troupe, l'expression mâle assurance, c'est-à-dire le courage viril, le mot renfort et le mot courage à la fin. Donc, 4 mots qui appartiennent à ce champ lexical guerrier. Ensuite, on relève de l'exagération avec l'emploi de nombres. On passe de 500 à 3000, juste en descendant de la ville au port. Il est tellement assuré que tout le monde le suit, il se retrouve avec une armée de 3000 personnes. Et l'emploi des intensifs. On a tant, que j'ai oublié de surligner, tel, qui sont des intensifs. Également, l'emploi du superlatif les plus. Donc ça, ce sont bien des procédés littéraires qui doivent prouver que cela appartient au registre épique. Ici, Roderick se montre dans ce récit comme un vrai chef de guerre capable d'emmener les hommes à la victoire.
qui est le propos de la pièce Le Cid. C'est la construction d'un petit jeune homme qui devient un grand chef de guerre. De le registre comique. La citation est un extrait des Faubourgs et Scapin de Molière. Donc vous devez noter les caractéristiques et les procédés littéraires, je ne vais pas vous le dire à chaque fois. Je vous lis le texte. Géronte. Que diable allait-il faire à cette galère? Scapin. Vous avez raison, mais hâtez-vous. Géronte. N'y avait-il point d'autre promenade? Scapin. Cela est vrai, mais faites promptement. Géronte. Ah, maudite galère! Scapin à part. Cette galère lui tient au cœur. Géronte. Tiens, Scapin, je ne me souvenais pas que je viens justement de recevoir cette somme en or, et je ne croyais pas qu'elle dût m'être sitôt ravie. Il lui présente sa bourse qu'il ne laisse pourtant pas aller, et dans ses transports, il fait aller son bras de côté et d'autre, et Scapin le sien pour avoir la bourse. Tiens, va-t'en racheter mon fils. Alors, comment prouver que ce texte contient du registre comique? Vous allez me dire, c'est facile, c'est du Molière. Molière, c'est un auteur comique. Oui, mais ça n'est pas une justification par le texte. Il faut que vous trouviez des éléments dans le texte pour pouvoir montrer cela. Alors, on retrouve des trois formes de comique. Le comique de geste, comique de mots, comique de situation et de caractère. Ici, on en a 3. Tout d'abord, le comique de mots avec la répétition du mot galère par Géronte. La galère, ici, c'est un bateau dans lequel son fils est censé avoir été embarqué par les pirates qui demandent la rançon. Je vous signale que de nos jours, quand on parle de galère, ça signifie une situation mal avisée, inconfortable. Sans doute y a-t-il un lien avec cette pièce de théâtre. Le fait que Géronte répète sans cesse ce mot de galère est souligné par Scapin dans un aparté. Vous voyez que j'ai surligné à part. C'est donc bien qu'il y a un aparté, Scapin s'adresse au public. Et il souligne bien que là, il y a un jeu comique, au cas où on ne soit pas rendu compte, il nous prévient. D'autre part, on a le comique de geste, qui est repérable grâce au didascalie. Géronte tend une bourse qui contient des pièces d'or qu'il doit pouvoir acheter son fils, mais il ne la donne pas. Et au fur et à mesure, il bouge son bras, ce qui fait que son valet est obligé de bouger en miroir pour essayer d'attraper l'argent qu'il ne lâche pas. Ça nous ramène au comique de situation, qui est notre 3e point. Géronte est partagé entre l'amour paternel, l'amour qu'il a pour son fils, il faut qu'il le rachète, et l'amour qu'il éprouve pour son argent puisqu'il n'arrive pas à le lâcher. Cela nous montre donc bien que le comique est basé ici aussi sur le décalage entre ce qui est attendu, c'est-à-dire l'amour paternel, le fait de racheter son fils qui va être vendu comme esclave sinon, et la réalité, l'avarice du père qui ne parvient pas à lâcher cet argent. La ruse de Scapin permet de déstabiliser Géronte, de le transformer en pantin qui bouge comme ça de manière un petit peu aléatoire et qui répète des mots parce qu'il n'arrive pas à construire sa pensée, et donc de le ridiculiser. Petit 3, le registre tragique. Alors, j'ai choisi un extrait de Roméo et Juliette de Shakespeare, mais ça ne veut pas dire qu'il ne puisse pas y avoir de registre tragique dans autre chose que dans une pièce de théâtre. On est bien d'accord, il peut y avoir du tragique dans un roman, dans un poème, ça ne pose aucun problème. Je vous lis l'extrait. « Ah, chère Juliette, pourquoi es-tu si belle encore? Dois-je croire que le spectre de la mort est amoureux et que l'affreux monstre décharné te garde ici dans les ténèbres pour te posséder? Horreur! Je veux rester près de toi et ne plus sortir de ce sinistre palais de la nuit. Ici, ici, je veux rester avec ta chambrière, la vermine. Oh, c'est ici que je veux fixer mon éternelle demeure et soustraire aux joues des étoiles ennemies cette chair lasse du monde. » Alors, comment prouver que nous sommes dans le registre tragique? Tout d'abord, ce texte contient le champ lexical de la mort et de la fatalité. Vous avez spectre de la mort, affreux monstre décharné, vermine, éternelle demeure, sinistre palais de la nuit,
Nous sommes donc bien dans le champ lexical de la mort. La fatalité se voit par l'expression « le joug des étoiles ennemies », qui renvoie à la croyance que le destin des humains est inscrit dans les astres, dans les étoiles. Donc, Roméo et Juliette sont nés sous une mauvaise étoile, puisque les étoiles sont ennemies ici. Nous voyons aussi que tous ces mots et périphrases appartiennent au langage soutenu. Nous sommes donc dans un grand genre. De plus, Shakespeare emploie une ponctuation expressive et des interjections destinées à montrer l'intensité des sentiments et du malheur de Roméo. Vous avez « ah »,« horreur »,« oh ». Donc tout ça, ce sont des cris du cœur. Dans cette tirade, Roméo est donc bien dans le registre tragique, puisque il se débat contre la mort qui arrive. Son amour interdit l'a amené au bout de son destin fatal. Vous êtes donc normalement apitoyé par le sort épouvantable de ces pauvres beaux jeunes gens amoureux. Petit 4, le registre fantastique. Je vous ai choisi un extrait du Horla de Guy de Maupassant qui fait partie des très grands classiques du fantastique. Je vous lis la citation. « Comme j'eus peur, puis voilà que tout à coup, je commençais à m'apercevoir dans une brume au fond du miroir, dans une brume comme à travers une nappe d'eau, et il me semblait que cette eau glissait de gauche à droite lentement, rendant plus précise mon image de seconde en seconde. Je pus enfin me distinguer complètement, ainsi que je le fais chaque jour en me regardant. Je l'avais vu. L'épouvante m'en est restée, qui me fait encore frissonner. » Je vous rappelle que la définition du fantastique, c'est l'irrationnel qui surgit dans le monde normal et qui provoque le doute puisqu'on ne sait pas si cet irrationnel est lié à la folie ou à un surnaturel effectif. Alors, comment prouver que cet extrait appartient bien au registre fantastique ? Tout d'abord, on voit que ce texte est écrit à la première personne, en point de vue interne. On a bien le pronom « je » qui est repris systématiquement, le pronom de la première personne. De plus, le narrateur emploie de nombreux verbes de perception. Apercevoir, distinguer, vu. Donc on a 3 verbes qui ont un rapport avec la vision. Nous voyons comme le personnage à travers ses yeux puisque nous sommes en point de vue interne. Ensuite, le champ lexical de la peur est employé. Le texte commence avec « comme j'eus peur » et finit par « épouvante » et « frissonner ». Nous sommes donc bien dans le champ lexical de la peur. C'est le sentiment qui domine dans cet extrait. Enfin, l'emploi du modalisateur « il me semblait » et de la comparaison « comme à travers une nappe d'eau » montre que le narrateur n'est pas sûr de ce qu'il dit. Il doute. Et le doute, c'est un élément indispensable au fantastique. Nous pouvons voir aussi un changement inquiétant de pronoms personnels. Je l'ai mis en rouge sur le texte, avec des verbes identiques. La deuxième ligne, je commençais à m'apercevoir. Donc le narrateur se regarde lui, puisque c'est un verbe réfléchi, s'apercevoir. À la fin du texte, l'avant-dernière ligne, je l'avais vu. À la place du me, on a le. Donc il se regarde et il voit quelque chose d'autre, quelqu'un d'autre. Est-ce que le narrateur se dédouble? Est-ce qu'il contient 2 personnes? Nous sommes bien dans un texte du registre fantastique. 5. Le registre pathétique. Vous avez un extrait d'Horace de Pierre Corneille. Comme d'habitude, vous notez bien les caractéristiques et les procédés littéraires. Je ne vous le dis pas à chaque fois, c'est parce que maintenant vous avez compris. Je vous lis le texte. Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome enfin que je hais parce qu'elle t'honore. Donc j'ai coupé. Voir le dernier Romain à son dernier soupir. Moi seul en être cause et mourir de plaisir.
Comment pouvons-nous prouver que cet extrait de la tirade de Camille appartient au registre pathétique? Bien, tout d'abord, cette tirade est très structurée. Les 4 premiers vers commencent par l'anaphore Rome, que vous avez bien entendu, et se terminent par un point d'exclamation. Donc ils ont une structure parallèle. On aperçoit bien que Camille est hors d'elle, qu'elle martèle sa rage. Ensuite, on trouve le champ lexical des sentiments, avec 2 sentiments opposés. L'amour, qu'on retrouve avec amant, adore, sachant bien que là, il ne s'agit pas du même amour, il y a un amour entre personnes et un amour pour la patrie. Et puis, le verbe haïr, je hais. Ça permet de créer 2 camps qui s'opposent, Camille d'un côté et les Romains de l'autre. Enfin, cela est confirmé par l'antithèse finale qui rapproche 2 termes contradictoires, ce qui est la définition de l'antithèse, mourir de plaisir. Et cette fois, cette expression qui pourrait être une expression toute faite est à prendre au pied de la lettre. Camille a perdu son amant, elle veut le venger, ça va lui procurer du plaisir, puis le rejoindre, donc mourir. Cette tirade ne s'appelle donc pas pour rien les imprécations de Camille. Les imprécations, c'est des menaces, des insultes qu'on profère quand on est vraiment furieux, hors de soi. On comprend la colère et la haine de cette jeune femme à qui on vient d'annoncer glorieusement la mort de celui qu'elle aime, et en plus en lui demandant de s'en réjouir. 6. Le registre lyrique. Le texte que j'ai choisi est la fin du sonnet de Charles Baudelaire qui s'appelle « À une passante ». Je vous lis donc les 2 derniers tercets. Un éclair, puis la nuit. Fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître. Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais. Comment pouvons-nous prouver que ce texte appartient au registre lyrique? Tout d'abord, on voit que le poète emploie la première personne. Il parle en son nom propre. On a le pronom « je », par exemple, dans « ne te verrai-je plus ». On est en point de vue interne et on peut donc partager ses sentiments. De plus, il s'adresse à une femme qu'il tutoie, ce qui crée un lien fort avec elle. Ô toi, donc il lui parle directement avec en plus un système d'apostrophe. Donc ça crée un lien. Cela est renforcé par un chiasme à l'avant-dernier vers. Alors le chiasme, c'est une figure de style assez amusante qui fait croiser ici des pronoms. En effet, si vous regardez bien ce que j'ai mis en rouge, j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais. Première personne, deuxième personne dans la première proposition, deuxième personne, première personne dans la deuxième proposition. Donc, les pronoms se croisent comme ces êtres se sont croisés et n'ont pas pu se rencontrer. D'où le désespoir du poète. Ensuite, le poète emploie la ponctuation expressive pour marquer son désespoir et la renforce par l'utilisation de phrases non verbales courtes. Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, avec à chaque fois la ponctuation expressive. Donc tout ça marque le désespoir du poète qui voit s'en aller cette femme qu'il aurait aimée. Enfin, la musicalité ressort grâce à une assonance en U qui court sur plusieurs vers. Vous avez au début, puis la nuit, fugitive beauté, et à la fin, j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, et surtout que j'eusse aimé. Cela nous donne l'impression d'une plainte douloureuse du poète. Dans ce sonnet, Baudelaire décrit un amour coup de foudre, mais impossible, et permet au lecteur de vivre en abrégé toutes les émotions et les sentiments qui le composent. 7. Le registre satirique. Vous avez 2 extraits d'un texte qui s'appelle « De l'esclavage des nègres » de Montesquieu. Comment prouver que ce texte est bien un texte satirique?
Tout d'abord, on s'attache à l'utilisation du modalisateur. Montesquieu commence son texte par une hypothèse. Si j'avais à soutenir le droit, etc. Et il utilise ensuite le conditionnel. Je dirais. Vous savez que la valeur du conditionnel, c'est l'imaginaire, l'irréel. Donc là déjà, vous devez vous dire, ah, en fait, c'est juste comme une hypothèse mathématique, c'est quelque chose qu'il n'a pas l'intention de faire. Cette structure se retrouve à la fin de l'extrait pour montrer l'ironie de l'auteur et sa critique vis-à-vis des princes d'Europe. Vous voyez à la fin ce que j'ai surligné, si elle était telle, ne serait-il pas venu? Donc de nouveau, si, et puis après le conditionnel dans la deuxième proposition. Donc de nouveau, une hypothèse qui est annulée par ce conditionnel. Ensuite, on voit qu'il s'agit d'un faux raisonnement logique, d'un raisonnement perverti. La forme est là, avec l'emploi de modalisateurs comme ils ont dû, l'emploi de connecteurs logiques, car, mais le fond n'y est pas. Il n'y a pas de commune mesure, en effet, entre la culture de terre et l'extermination ou la mise en esclavage de peuples, parce que ce qu'il explique, c'est que les peuples d'Europe sont allés en Amérique, ils ont tué tout le monde, et puis après ils se retrouvent face à la terre, il faut bien la cultiver cette terre. Donc, bah voilà, la logique, c'est de mettre les Africains en esclavage. Vous voyez bien que ce raisonnement ne peut pas tenir. De même, toute la fin du texte est une question rhétorique. Je vous rappelle qu'une question rhétorique, c'est une question à laquelle on n'attend pas véritablement de réponse. En effet, il n'y a rien à comparer entre des conventions inutiles, j'ai mis le mot inutile surligné, et la miséricorde et la pitié. D'un côté, des conventions, donc des politesses qui servent à rien, et de l'autre côté, des sentiments qui sont des sentiments profonds qu'on devrait éprouver pour des êtres humains comme soi. Enfin, l'ironie se marque dans l'emploi antithétique de l'adjectif petit dans l'expression petits esprits et du verbe exagère renforcé par l'adverbe trop. Ces petits esprits qui exagèrent trop l'injustice, ce sont en fait Montesquieu et ses amis, c'est-à-dire ceux qui critiquent l'esclavage. Et justement, ce n'est pas d'eux dont Montesquieu est en train de se moquer. Alors il faut que vous fassiez attention. Le registre satirique, c'est celui que vous avez le plus de mal à percevoir. Méfiez-vous. Quand un professeur vous donne à étudier un texte que vous trouvez scandaleux, que vous trouvez contraire à la loi, contraire à toutes les normes humaines et morales, peut-être, c'est pas que votre prof est fou, mais peut-être c'est que votre prof vous a donné un texte satirique. Pensez toujours à l'ironie. Comment prouver donc qu'un texte appartient au registre dramatique? Je vous ai mis un extrait du roman de Michel Tournier, Vendredi ou Les limbes du Pacifique, que je vais vous lire. Robinson a dû découvrir la disparition du barillet. Il lève la chicotte. C'est alors que les 40 tonneaux de poudre noire parlent en même temps. Un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit le chaos rocheux qui surmonte la grotte culbuter comme un jeu de construction. Alors, attention, c'est pas parce qu'il y a écrit dramatique que ça veut dire que c'est du théâtre. Là, je vous ai dit, c'est un roman. Il ne faut pas confondre ce registre avec le genre théâtral, même s'ils ont la même racine grecque. Drama, en grec, signifie action. Donc, ça peut être une action sur scène, et dans ces cas-là, on parle de pièces de théâtre, mais ça peut être aussi le registre de l'aventure, de l'action. Alors, quels éléments allons-nous retenir? Tout d'abord, le narrateur a employé de nombreux verbes d'action. Vous avez lève, jaillit, soulever, emporter, culbuter. Ces verbes sont renforcés par la construction de phrases en parataxe, en accumulation de propositions qui se suivent séparées par des virgules. Vous regardez bien la phrase finale. Robinson se sent soulevé, emporté, tandis qu'il voit le chaos monstrueux qui surmonte la grotte. Donc vous avez les deux participes passés reliés par des virgules, et puis la suite de la phrase comme ça. C'est une parataxe. Ensuite, on ressent l'action grâce au connecteur temporel. C'est alors que je vous ai surligné,
et au présent à valeur d'énonciation. L'action est en train de se passer. Par exemple, un torrent de flammes rouges jaillit de la grotte. On le voit faire. Là, il est en train de jaillir sous nos yeux. Enfin, l'importance de ce qui se passe est grossie grâce à l'hyperbole. Je viens de vous relever l'hyperbole, un torrent de flammes. Cela montre la force de l'explosion, puisque elle arrive à soulever et à culbuter comme un jeu de construction. Donc là, vous avez une comparaison qui permet de rendre infime cette énorme montagne qui était là au-dessus de la grotte et qui s'écroule comme un jeu de cartes, comme un jeu de construction, à cause de la force de l'explosion. Le narrateur met du rythme dans son récit afin que le lecteur ait envie d'avancer sa lecture. Le registre dramatique, c'est un registre qui est beaucoup employé pour créer le suspense. Le registre didactique. Je vais vous lire un extrait de L'écume des jours de Boris Vian. Quel est ton principe ? Demanda Chic. À chaque note, dit Colin, je fais correspondre un alcool, une liqueur ou un aromate. La pédale forte correspond à l'œuf battu et la pédale faible à la glace. Pour l'eau de Cels, il faut un tri, dans le registre aigu. Les quantités sont en raison directe de la durée. À la quadruple croche équivaut le 16e d'unité, à la noire l'unité, à la ronde la quadruple unité. Alors, comment prouver que nous avons là un passage didactique ? Tout d'abord et surtout, on reconnaît le registre didactique à l'emploi du vocabulaire technique, qu'il soit lié à une science ou à une technologie. Ici, on a le vocabulaire de la musique, par exemple quadruple croche, noire, ronde, et le vocabulaire de la mesure. Quantité, 16e d'unité, unité, quadruple unité. Ensuite, le texte est construit avec des phrases déclaratives au présent d'énonciation. Par exemple, on peut relever « pour l'eau, il faut ». De plus, dans cet exemple, la tournure impersonnelle « il faut » indique une forme injonctive. Or, la forme didactique, c'est ce qui vous explique comment vous devez agir. Dans cet extrait de L'écume des jours, Boris Vian fait parler Colin, qui a inventé un instrument de musique capable de composer des cocktails, le pianoctel, et en explique ici le fonctionnement. Le registre merveilleux. Vous avez un petit extrait du Chaboté de Charles Perrault, que je lis. Pendant qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces. « Au secours, au secours, voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie !» À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et, reconnaissant le chat qui lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Comment puis-je prouver que ce texte appartient au registre merveilleux ? Tout d'abord, il faut que vous vous souveniez la définition du merveilleux. Le merveilleux, c'est quand le surnaturel est accepté comme normal par les personnages du récit. Ici, on a un chat qui parle à un roi et l'appelle « au secours !» Et le roi n'est pas perturbé. D'ailleurs, il s'arrête et il va faire ce que lui demande le chat. Nous sommes donc bien là dans le merveilleux. Ensuite, on retrouve une des caractéristiques du merveilleux, qui est d'avoir des personnages stéréotypés qui appartiennent souvent à la noblesse. Ici, nous avons un roi donc et un marquis. Nous sommes donc bien dans des personnages qui appartiennent à la noblesse. Enfin, le vocabulaire employé est soutenu, ce qu'on voit grâce notamment à l'emploi du passé simple dans la narration, par exemple le verbe « vint » dans l'expression très littéraire « vint à passer », et même l'imparfait du subjonctif. Dans la dernière phrase, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Je vous signale que quand un verbe finit en A avec un accent circonflexe et un T, ça ne peut pas être un passé simple, c'est un imparfait du subjonctif. Charles Perrault nous raconte ici une péripétie, souvenez-vous de ce que c'est que le schéma narratif, du conte Le Chaboté. Bien voilà, j'espère que tout cela vous a un petit peu éclairé.
Vous avez le droit de vous en servir pour faire les exercices. Je vous remercie. Et puis surtout, vous avez le droit de vous en souvenir pour l'année prochaine. Je vous remercie et vous souhaite bon courage. À bientôt.